Madame de Courcy, elle est ministre de l'Immigration, des communautés culturelles, ministre responsable de la Charte de la langue française. Elle a été impliquée dans le domaine scolaire depuis le début des années 1990. Elle a été élue à titre de commissaire à la commission scolaire des écoles catholiques de Montréal en 1994. Présidente du mouvement pour une école moderne et ouverte. Elle accède à la présidence de la commission scolaire de Montréal en 1998. Elle a été élue députée du Parti québécois dans la circonscription de Crémazie lors de l'élection de 4 septembre 2012. Alors, elle va nous entretenir, bien sûr, du projet de loi 14 modifiant la Charte de la langue française. Alors, je vous demande d'accueillir Mme de Courcy. Et je remercie là, Pierre, je pense que je ne l'ai pas fait. Oui. Bon. D'abord, je vais prendre ce micro-là, mais je ne suis pas sûre que je m'installerai pas là parce que je veux vous lire des choses. Je veux vous parler, mais je veux vous lire. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Ça fait très plaisir d'être parmi vous. Plusieurs me disaient, c'est pas nécessaire, vas-y pas, il y a une commission parlementaire, J'ai choisi de venir voir parce que je trouve ça important qu'on ait des espaces de discussion diversifiés. Juste vous signaler que la question de la langue intéresse beaucoup. Il y a plus de 85 mémoires qui sont déjà rendues pour la commission parlementaire. Et puis, il y a quelques 400 questionnaires en ligne qui ont été répondus. C'est une proportion, c'est deux fois plus que d'habitude en termes de questionnements de questionnaires qui sont répondus. Alors, je suis très contente, j'avoue, qu'on ait une participation citoyenne diversifiée. Les questionnaires en ligne, on n'aura pas le temps de faire le tour de toutes les questions, mais je vous invite, je vous dis, si vous avez des choses que vous voudriez rajouter ou partager, bien, c'est la bonne chose à faire, c'est d'aller sur ces questionnaires en ligne. Donc, je vous donnerai l'adresse tantôt. Je voudrais saluer aussi le premier présentateur sur les études pour le monde universitaire. J'apprécie, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et puis, je vais regarder. On est dans une période où on est en commission parlementaire permanente. Là. Alors, autant avec des gens qui font des contributions comme les vôtres que de nombreux citoyens qui le signifient. Je dois saluer aussi le fait de... Je sais toute l'énergie que ça prend, ces analyses-là, et le temps que vous y avez mis, puis je salue ça. Ça me permet rapidement de vous dire une première chose, et je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous l'avez dit, M. Boucher ou Bouchard? Excusez-moi, M. Bouchard. Quand vous l'avez évoqué, je suis très frappée, puis Pierre en a parlé, tu me permets, Pierre, je te tutoie, parce qu'on a quand même de longues conversations ensemble derrière nous. Je suis frappée du fait qu'il n'y ait pas d'indicateurs gouvernementaux déposés à l'Assemblée nationale et reconnus par tous et toutes. Ça, c'est un problème, et des indicateurs scientifiques, bien entendu, comme ceux que vous avez traités. Ça fait en sorte que ce que tu nommais dans ton allocution, tu disais, bien, on ne s'entend pas, c'est pas si clair que ça, les données sont contestées par les uns et par les autres. Une des dimensions qui était présente dans mon allocution lorsque j'ai présenté le projet de loi 14, c'était de s'entendre sur des indicateurs gouvernementaux qui puissent être présentés année après année, pas 35 ans plus tard, pas à tous les 5 ans. Même si c'est un mandat de l'Office québécois de la langue française, il y en a donc pas moins qu'il n'y a pas des groupes de chercheurs émérites de différentes tendances, parce qu'il y a des tendances chez ces chercheurs-là, de différentes tendances qui pourraient s'entendre, qui pourraient nous offrir des indicateurs gouvernementaux qui feraient office d'éducation populaire. Parce qu'il y a aussi ça, tu l'as nommé, il y a aussi des débats d'initiés, des débats d'initiés. À certains moments, mais moi je suis une bonne généraliste, je ne suis pas une spécialiste, à certains moments, vous me perdiez un petit peu. Alors donc, dans ce contexte-là, il faut que les choses soient vulgarisées, démocratisées, pour que l'ensemble de la population puisse très bien comprendre la situation du français.
Donc, merci pour cette présentation-là. Puis Pierre, merci pour le jugement décapant, mais on te reconnaît bien. On te reconnaît bien. Alors, et je pense que la commission parlementaire va faire ça, va permettre, à mon avis, et probablement, parce que je n'ai que 26 semaines dans le corps à l'Assemblée nationale, j'ai une grande confiance dans le travail parlementaire. J'ai confiance dans le travail parlementaire et dans la commission parlementaire et de ce qui va en découler. Et que nécessairement, on va être en mesure, en tout cas, d'entendre ce que beaucoup de Québécois et de Québécoises pensent, et en mesure aussi de probablement faire des propositions plus que constructives pour bâtir probablement un meilleur projet de loi. Je suis persuadée qu'il sera meilleur à la fin de la commission parlementaire. Ça, j'en ai l'absolue conviction. Maintenant, pour ce qui est de toute la partie des stratégies que le Parti québécois ou non a choisi d'utiliser, vous permettrez que vous continuiez cette discussion-là sans moi. Hein? Je ne ferai pas ce débat-là avec vous, sauf en vous disant une seule chose autour de ces questions-là, c'est que les convictions que nous avons tous et toutes, et l'action gouvernementale qui, par moments, est jugée très sévèrement, va dans le sens des intérêts des Québécois et des Québécoises, bien sûr, mais aussi dans le respect de ce que nous avons discuté ensemble. C'est une caractéristique du Parti québécois. Je reprendrai ce que la première ministre avait mis de l'avant, à savoir que nous sommes très fermes sur les objectifs, mais souples sur les moyens. On peut ne pas être d'accord avec ça. Mais c'est là-dessus qu'on s'inspire pour une grande proportion des projets qui ont été présentés. Pour m'assurer de bien rendre ce que je voulais vous rendre ce matin, j'ai préparé, avec l'aide de mes collaborateurs, une allocution. Parce que je trouve important que vous m'entendiez précisément, puis après ça, je vais répondre à vos questions. Elle devrait me permettre d'avoir des échanges. Je vous dis d'emblée que si on n'a pas le temps de finir ces échanges-là, nous pourrons les faire autrement. Alors, en me confiant la responsabilité de la Charte de la langue française et celle de l'immigration, la première ministre a fait le pari de préparer le Québec de l'avenir afin de s'assurer de la pérennité et la vitalité du français au Québec. Il nous fallait agir en toute cohérence sur deux plans, et ça va être important pour moi. Le renforcement de la Charte de la langue française, bien sûr, et l'amélioration de nos politiques d'immigration, de francisation et d'intégration des personnes immigrantes, puis je vais vous en parler ici. La Charte de la langue française a été adoptée il y a déjà 35 ans avec la même passion que celle que Pierre porte, que d'autres portent parmi vous. Elle est le reflet d'une volonté ferme de faire du français la langue commune de la société québécoise. Si la place du français a progressé, grâce à la Charte et à sa mise en œuvre, certaines avancées sont maintenant menacées et d'autres subissent des reculs inquiétants. Depuis une quinzaine d'années, on constate un essoufflement des avancées du français langue de travail plus particulièrement. Je dis français langue de travail plus particulièrement parce que c'est un angle que j'ai choisi de façon importante dans ce projet de loi-là. Tous les ajustements qui avaient été faits ont travaillé en périphérie, mais rarement au niveau de la langue de travail. Ça m'apparaissait important, notamment parce que la triade immigration, français et emploi est importante à tenir en compte, à cause du taux de chômage très important des personnes immigrantes, notamment en milieu montréalais, et entre autres, des données qui nous indiquent que l'exigence de l'anglais crée du chômage aussi chez les personnes immigrantes que nous avons convaincus d'apprendre à parler français, mais qui, pour se trouver du travail au Québec, doivent posséder l'anglais. Dans des cas, c'est justifié, dans d'autres cas, c'est injustifié. L'exigence, donc, du bilinguisme dans les offres d'emploi se généralise. Cette exigence devient un obstacle à l'entrée sur le marché du travail de nombreuses personnes qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne le connaissent plus. Plusieurs personnes immigrantes que nous sélectionnons pour leur connaissance du français font partie de ces dernières. Ces reculs et ces piétinements bien concrets s'accompagnent d'une inquiétude moins concrète, mais au moins aussi importante. On observe en effet qu'une large partie de la population n'a plus la tête à l'action collective en matière de langue et d'identité. L'individualisme s'est assez largement répandu. Plus encore, on voit ressurgir un vieux réflexe qu'on pensait disparu, celui d'associer l'anglais à la modernité. Comme s'il y avait
l'anglosphère branchée et mondialisée d'un côté et les restants de civilisation folklorique autour. Pourtant, vous le savez aussi bien que moi, le 21e siècle sera un siècle multilingue où l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le mandarin et bien d'autres langues auront leur sphère d'influence et leur vitalité. Ça rejoint vos propos, M. Bouchard, ce bout-là. Dans ce 21e siècle multilingue, nous pouvons très bien assumer fièrement notre originalité de francophones d'Amérique et jouer notre rôle. Nous n'avons pas à choisir entre notre identité et la modernité. Notre défi n'est pas d'affirmer cette évidence, notre défi est d'amener nos concitoyens à le redécouvrir. Nos concitoyens ont été à différentes époques très sensibles au sort du français. Il faut seulement trouver la manière de faire le passage entre certains rejets de vieilles chicanes et un attachement certain, quoique un peu discret ces temps-ci, à notre identité francophone. Pour faire ce passage, je ne crois pas que la meilleure manière, la plus efficace pour moi, soit de tenir de grands discours patriotiques, mais de démontrer méthodiquement et concrètement le caractère légitime et raisonnable de l'action collective. L'action collective, quand il s'agit de langue française, veut forcément dire partager une langue. S'il y a une chose qu'on ne peut faire seul individuellement, c'est de communiquer avec les autres. Et les autres, ce sont avant tout nos compatriotes, nos amis, notre famille, nos clients, nos patrons, nos employés. En d'autres mots, au lieu de leur faire la morale, il faut convaincre les Québécois qu'il est tout à fait normal de vivre, de travailler, de se divertir, d'étudier en français au Québec. En ce sens, je dois vous dire que ça me heurte un peu, quand on présente parfois le projet de loi 14 comme relevant d'un manque de courage. Proposer une vision idéale en sachant qu'elle ne sera pas adoptée n'est pas plus courageux que de prendre un enjeu difficile auquel les gens accordent peu d'importance en ce moment et de le remettre méthodiquement, calmement, mais fermement à l'ordre du jour. Tenter d'accompagner les Québécois de faire un passage vers la redécouverte de l'action collective en matière d'identité, c'est une autre forme de courage et c'est celle qu'a choisie Mme Marois et que je tente de mettre en œuvre. C'est dans ce contexte que notre gouvernement a décidé d'agir afin de renforcer le statut du français dans les milieux de travail, les écoles, les collèges, les commerces, le réseau de la santé et l'administration publique, en plus de consacrer dans la Charte des droits et libertés de la personne le droit de vivre et travailler en français. Tantôt, tu questionnais, est-ce que ça va avoir de la force? Bien sûr que tant que le Québec ne sera pas souverain, cette charte-là ne fait pas office de constitution, évidemment. Cependant, ce qu'elle fait par voie de conséquence, c'est qu'en ayant inscrit ça comme un vrai droit, bien, quand un employé d'une entreprise va vouloir va constater qu'il se passe quelque chose et qu'il n'est pas syndiqué, parce que ce n'est pas toutes les entreprises au Québec qui sont syndiquées, et qu'il n'est pas syndiqué, au nom de ce droit-là, il va pouvoir se présenter aux normes du travail et dire, j'ai besoin, et en plus la loi le prévoit, là, cette fois-ci, il va pouvoir être accompagné pour dire, je me réclame de ce droit-là dans la charte pour que vous m'accompagniez et que vous puissiez faire avancer cette entreprise-là pour qu'elle me permette, moi, de travailler en français. C'est ça le lien qu'il faut faire avec cet article-là. En plus de dire, bien, si nous nous projetons dans une constitution du Québec à venir, parce que nous sommes un gouvernement souverainiste, bien, ce sera déjà inscrit. Ce sera déjà là. C'est déjà un pas de fait dans cette charte-là. Depuis ma nomination, donc, il y a 5 mois, j'ai rencontré environ 300 leaders en privé sur le thème de la langue et environ 2000 personnes des différentes régions sur des questions davantage, cette fois-ci, reliées à l'immigration. À la suite de tous ces échanges et de plusieurs consultations, il m'apparaissait clair que l'objectif était de faire en sorte que le français soit la langue de la réussite, la langue dans laquelle on travaille, la langue dans laquelle on obtient des contrats, la langue que l'on doit maîtriser pour obtenir son diplôme. J'ai tenté de le faire d'une façon à la fois ferme et raisonnable, parce que j'ai la conviction que la majorité de nos citoyens veulent protéger et renforcer le français, tout comme ils veulent que l'intégration des nouveaux arrivants se fasse en français. La volonté de vivre en français qui fait consensus au Québec devrait être inscrite dans un document fondamental qui a préambule sur toutes les lois. Je veux parler de la Charte des droits et libertés de la personne. Le droit de vivre et de travailler en français, il sera consacré, de même que le droit d'apprendre le français, c'est important
le droit d'apprendre le français et de bénéficier de mesures raisonnables d'intégration à la société québécoise. Ce qui veut dire qu'une personne immigrante à qui on n'a pas donné cette possibilité-là va pouvoir le réclamer, et pas qu'au ministère de l'Immigration, et pas que dans une commission scolaire, partout. Elle va pouvoir réclamer ce droit-là, et à mon avis, c'est fondamental. La loi 101 a fait du français la langue de travail au Québec pour toutes les entreprises. Le projet de loi 14 bonifie cette disposition avec des balises pour s'assurer que le français soit effectivement la langue normale et habituelle de travail. Nous avons pris soin d'éviter la lourdeur administrative pour les entreprises, mais nous avons mis de l'avant une obligation de résultat. Les entreprises de 10 salariés et plus devront faire connaître les droits linguistiques des travailleurs et assurer leur mise en application. Celles qui ont 26 employés et plus ont des attentes plus explicites, comme de revoir leur fonctionnement et, le cas échéant, d'agir en conséquence pour que le français soit la langue de travail ainsi que la langue du service à la clientèle. C'est important à ce bout-là. Elles devront aussi évaluer la nécessité de connaître une autre langue que le français pour un poste avant de l'exiger et surtout de faire connaître ça à tous les employés. Actuellement, c'est très opaque. Très opaque. Les employés ne savent pas les mécanismes de promotion, comment ça va fonctionner. Ils ne le savent pas. En clair, il ne sera plus permis d'exiger systématiquement la connaissance de l'anglais. Ça devra se faire lorsque c'est justifié par la fonction seulement. Les entreprises de 26 employés et plus ne pourront plus publier leurs offres d'emploi uniquement dans un quotidien anglophone. C'était déjà le cas pour les entreprises de 50 employés et plus. Si un employé est victime de harcèlement parce qu'il insiste pour travailler en français ou si son droit de travailler en français est lésé, la Commission des normes du travail pourra accompagner le travailleur dans sa plainte. C'est ce que je vous disais tantôt. Là-dessus, je dois vous dire que pour la première fois aussi, la loi le prévoit, je l'ajoute, parce que Roger, qui ici est très au fait de ça, les comités sectoriels de main-d'œuvre sont là, mis à contribution pour soutenir le gouvernement dans cette action-là, parce que c'est important qu'on connaisse les grappes industrielles, les usines, comment ça fonctionne, et qu'on ait leur rapport, voire un peu plus que leur rapport des suggestions, des politiques de francisation type, et etc. On pourra aller plus loin que ça. Il y aura sûrement des suggestions qui nous seront faites en commission parlementaire autour de cette question-là. Vous savez, on déplore tous que bien des gens aillent étudier en anglais pour se trouver du travail. À mon avis, la solution passe d'abord par un milieu de travail francophone, sauf pour les exceptions normales et justifiables. Dans le monde de l'éducation, en toute logique, avec le fait que le français est la langue commune de tous les Québécois, nous nous assurons que tous les diplômés des niveaux secondaires et collégial réussissent une épreuve uniforme en français. Même quand on étudie en anglais, on doit maîtriser le français pour obtenir son diplôme. Nous voulons, et pas au début, à la fin. Nous voulons que les services de garde soutiennent les enfants dans l'apprentissage du français. Les programmes éducatifs devront prévoir un ensemble d'activités en vue de familiariser les enfants avec la langue française et de leur faciliter la transition vers l'école. J'ajoute que ce sera conditionnel au renouvellement de leur permis. Parce qu'évidemment, affirmer ça, c'est un vœu pieux, mais avec que ce soit une condition pour renouveler le permis, bien là, on devient plus logique. Et ça va être la même chose pour l'émission des nouveaux permis. La Charte de la langue française sera aussi modifiée afin que des parcours illégaux et des stratagèmes ne puissent pas donner accès à l'enseignement public en anglais. Là, on va être autour des écoles passerelles, une première disposition. La législation sur les écoles passerelles va être prête avant la fin juin. J'y travaille actuellement, ça a été annoncé. Alors donc, je devrais la déposer très bientôt. J'ai sciemment choisi de ne pas la déposer en même temps. Force est de constater, parce qu'à un certain moment, le débat a reporté seulement sur les écoles passerelles, et ce n'était pas ce que je souhaitais, ce n'était pas ce que mon gouvernement souhaitait non plus. Mais aussi parce que à 26 semaines, à un certain moment, une législation était costaude, une deuxième devait l'être. Alors, il fallait aussi donner du temps au temps. Pas trop de temps, mais un peu de temps. À titre d'exemple, il ne sera plus possible d'envoyer son aîné étudier 1 an chez une tante en Ontario, puis d'obtenir le droit à l'école anglaise pour toute la famille et toute la descendance. C'est un phénomène assez répandu dans certains quartiers montréalais. Toujours en matière d'éducation, les enfants de militaires ont automatiquement droit à l'école anglaise au cas où ils seraient mutés à l'étranger. Entre nous,
S'il fallait donner le droit à l'école anglaise à tous ceux qui pourraient peut-être travailler à l'étranger, il faudrait aussi le donner aux diplômés en commerce international, aux artistes et à bien d'autres personnes. À mon avis, ça n'a pas de sens. Nous proposons que les militaires aient droit au même mécanisme d'exception que les autres, ni plus ni moins, c'est une question d'équité. Un des leviers sur lequel nous pouvons agir directement est celui de la langue de l'administration publique. Différentes mesures sont prévues pour assurer l'exemplarité de l'administration publique, ce qui inclut les sociétés d'État, les réseaux de la santé et de l'éducation, ainsi que les municipalités. À titre d'exemple, le projet de loi prévoit que tout Québécois aura le droit d'avoir une copie de son dossier médical en français, ce qui n'est pas actuellement le cas. Et c'est très important qu'on puisse avoir ça, d'autant plus que les hôpitaux, les gens les fréquentent beaucoup plus maintenant en fonction des spécialités qu'en fonction de la langue, plus en fonction des spécialités. De plus, les entreprises qui veulent... je veux juste revenir un petit mot sur l'administration publique. S'il y a quelque chose qui a été endormi, c'est bien les dispositions de la charte précédente concernant l'administration publique. Il y a même une politique linguistique générale pour l'administration publique qui pourtant est assez précise, mais qui a ouvert des questions d'exception et qui a fait en sorte que l'administration publique n'a pas son rôle exemplaire. On est en train là, de regarder comment on va resserrer un peu partout. En fait, même pas par de nouvelles modifications, mais surtout par l'application actuelle de la charte, qui, ma foi, avait été sérieusement bien pensée par le Dr Lorrain, vous en conviendrez. De plus, les entreprises qui veulent obtenir des contrats avec l'administration devront être en règle avec l'Office québécois de la langue française, incluant les entreprises de juridiction fédérale. Cet après-midi, une collègue du Bloc québécois va vous en parler, je pense que c'est Mme Mourani qui s'adresse à vous là-dessus. Nous sommes tout à fait en droit de le faire. Croyez-moi, quand une entreprise qui contrevient à la charte comprend qu'elle se prive de la possibilité de faire des affaires avec l'administration publique, bien, elle s'ajuste rapidement. Nous avons constaté dans certaines institutions publiques, par exemple, certaines municipalités qui n'ont pas de statut bilingue, un glissement vers l'utilisation généralisée du bilinguisme. Ici aussi, nous proposons de préciser les attentes pour que le français, langue commune de la population, soit respecté. Vous le savez, le statut bilingue d'une municipalité pourrait ainsi être retiré par le Conseil des ministres si la municipalité compte moins de 50% d'anglophones et que les aspects plus qualitatifs montrent que ce statut n'est plus approprié. Là-dessus, le commissaire aux langues officielles du Canada m'a donné beaucoup de conseils. Les institutions reconnues des Anglo-Québécois seront aussi respectées. Elles font partie du patrimoine de notre nation. La Charte est d'ailleurs déjà claire quant à leurs droits et obligations. Je tiens à vous rappeler que le projet de loi sera soumis à des auditions publiques dans le cadre d'une consultation. Je vous en ai parlé. Maintenant, il y a des mesures complémentaires au projet de loi. Le projet de loi ne peut pas être lu seul. Sinon, en tout cas, on s'en inquiète, à mon avis, trop si on ne tient pas compte des autres mesures. Des mesures réglementaires et administratives en matière d'immigration, de francisation et d'intégration accompagnent le projet de loi dans le but de soutenir davantage les personnes immigrantes dans leur démarche et de favoriser leur établissement dans les différentes régions du Québec. J'ai la conviction que le volet immigration de notre travail aura un impact significatif sur la langue. Pour comprendre la portée de notre action, il faut regarder le projet de loi 14 et ses mesures. Dans les critères de sélection des personnes immigrantes, nous accorderons une valeur accrue à la maîtrise intermédiaire ou avancée du français. Ce que ça veut dire, c'est savoir rédiger une note ou une lettre. Tant pour la personne sélectionnée que son conjoint, qui est souvent sa conjointe, qui est en fait souvent, bon, c'est ça. Concrètement, ça fera en sorte que parmi les quelques 50 000 personnes qui immigrent chaque année au Québec, plusieurs milliers d'entre elles auront une meilleure maîtrise de notre langue commune. Plusieurs milliers de francophones de plus chaque année, c'est un apport majeur pour la poursuite de l'aventure française en Amérique. Nous allons préserver la diversité des pays de provenance des personnes immigrantes, malgré l'importance accrue donnée aux Français dans la nouvelle grille de sélection. Pour y arriver, nous allons faciliter l'apprentissage du français depuis l'étranger, grâce à nos services de francisation en ligne et aux nouvelles ententes que nous nous proposons de conclure avec les alliances françaises dans plusieurs pays. Nous ne voulons pas nous priver, évidemment, d'immigrants jeunes et scolarisés. Nous leur demandons simplement d'atteindre un bon niveau de français avant d'arriver et nous les soutenons dans leur apprentissage.
Dès 2014, nous rendrons accessible à l'ensemble des personnes immigrantes sélectionnées par le Québec un service d'intégration en ligne pour que les gens se préparent dès l'étranger. Ils pourront, avant leur arrivée au Québec, mieux préparer leur projet d'immigration, mieux connaître la société québécoise et mieux comprendre les défis qu'ils auront à relever pour réussir leur vie ici. Emploi Québec va accroître le recours aux subventions salariales qui permettent aux personnes immigrantes d'obtenir une première expérience québécoise dans leur domaine de formation, et ce en français. La Commission des partenaires du marché du travail, j'en suis très contente, quant à elle, renforcera son action pour la francisation en entreprise des personnes. Et ça fait partie déjà de résultats concrets. 1 million a été dégagé par la Commission des partenaires du marché du travail, en plus de ce qu'elle faisait déjà pour la francisation des personnes. La somme pour le programme de soutien aux entreprises, quant à elle, reste à déterminer, mais ça serait tardé là. Alors, nous voulons joindre un plus grand nombre de personnes immigrantes pour nos services de francisation. Ça ne sera malheureusement pas possible là, tout de suite, mais on va y arriver. J'aimerais toutefois souligner 2 éléments. Les changements dans la sélection que nous effectuerons cette année se reflèteront dans les prochaines années. Ainsi, un plus grand nombre de personnes immigrantes admises seront francophones. Nous aurons la possibilité de concentrer nos efforts pour joindre celles qui parlent peu ou pas le français. Nous pourrons aussi augmenter notre offre de services en francisation avancée, comme la langue utilisée dans certaines professions. Avec les mêmes ressources, il nous sera donc possible d'offrir des services de francisation enrichis. J'achève. J'ai également demandé aux équipes du ministère d'accélérer les travaux qui nous permettent de diversifier les moyens utilisés en francisation au Québec. Les cours de français en classe restent le pivot, bien sûr, de notre action, mais la francisation en ligne, utile et efficace à l'étranger, pourrait l'être également davantage pour les personnes immigrantes au Québec. On travaille actuellement sur le projet suivant. Télé-Québec pourrait aussi être mis davantage à contribution, tout comme différents médias communautaires. Dès l'été 2013, nous allons accentuer les actions des organismes montréalais qui font la promotion de la régionalisation auprès des personnes immigrantes et qui les accompagnent dans ce choix de vie. En effet, là, s'intégrer en français à Montréal, c'est pas mal plus difficile que s'intégrer en français ailleurs en région. Et après avoir visité 16 régions sur 17, j'ai la conviction profonde que la régionalisation de l'immigration, c'est possible. Il y en a des histoires à succès. Et il s'agit de mettre les choses en place pour que ça arrive. Nous allons conclure de nouvelles ententes avec les conférences régionales des élus des différentes régions. Certaines régions ont un taux de chômage très bas, comme la Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, l'Abitibi-Témiscamingue, où c'est techniquement le plein emploi. Il faut que les personnes immigrantes le sachent et que cette information influence leur choix d'établissement. La réalisation, donc, de tous ces chantiers aidera concrètement les personnes immigrantes à s'intégrer rapidement et mieux à la société québécoise et à développer un sentiment d'appartenance. Les régions vont aider Montréal et Montréal va aider les régions. C'est ça, la dynamique qui est présente. Je conclue en vous disant que le projet de loi 14 et les mesures en immigration que je viens de résumer auront un impact, à mon avis, positif important sur l'état de notre langue. Au-delà de certaines différences sur les moyens préconisés, j'espère que vous conviendrez que ces mesures auront un impact positif important pour notre langue et notre société. Les mesures en immigration seront mises en œuvre. Rien ne nous empêche, sauf les défis budgétaires et administratifs normaux. Par contre, l'adoption du projet de loi n'est pas acquise. Les libéraux ont annoncé leur opposition en bloc, ce qui n'est pas une surprise. C'était comme ça, là, au moment de la loi. Ils ont voté contre la loi 101. Hein? On n'est pas là, dans quelque chose de nouveau. Quant à la coalition Avenir Québec, elle émet certaines critiques ciblées, dans certains cas justifiées, et dans certains cas même des choses intéressantes à pouvoir inclure. Mais sans vouloir discuter donc d'amendements, on va voir. Je demande à voir. Et pour que nous puissions faire progresser le français, nous avons besoin que les militants que vous êtes nous appuient. Vous allez faire votre discussion. Pas besoin qu'on la fasse ensemble. Si l'appui populaire est suffisant, nous pourrons dégager une majorité à l'Assemblée nationale et faire adopter la proposition la plus forte de renforcement de la Charte de la langue française faite par un gouvernement dans les 35 dernières années. On n'oublie pas ça, là. C'est la première fois là, qu'on a l'occasion potentielle de le faire. Depuis plus de 400 ans, le français est l'un des piliers de notre société et de notre identité. Au-delà de nos différentes allégeances partisanes, nous devons travailler ensemble pour atteindre l'objectif que nous partageons tous de vivre, de travailler et de réussir en français au Québec.
vous entendre avec grand plaisir.